bienvenue à toutes et à tous en direct du salon Bipositive pour ce plateau télé organisé par l'ADEME. La thématique de cette émission, investissement d'avenir, une opportunité pour les entreprises. On le sait bien, accélérer la transition énergétique et environnementale, c'est l'un des enjeux du programme d'investissement d'avenir créé par l'État en 2010 et dont l'ADEME est l'un des opérateurs. Nous dédions donc une heure entière à ces aides d'investissement en direct de Lyon Eurexpo. Un chiffre pour commencer, 3,3 milliards d'euros. Ce sont les crédits consacrés à ce programme sur la période 2010-2020. L'objectif est de financer des projets innovants et de développer les filières industrielles de demain. Nous sommes déjà au 3e volet du PIA. Il s'inscrit dans le grand plan d'investissement annoncé le 25 septembre dernier. Et donc, depuis le lancement, ce sont près de 800 projets qui sont suivis par l'ADEME. Les startups et les PME sont aussi accompagnés à travers le concours d'innovation. La première vague ouverte entre décembre 2017 et mars 2018 a permis de sélectionner 46 lauréats, dont plusieurs sont parmi nous aujourd'hui. Les lauréats de la deuxième vague seront dévoilés sous peu. Et puis une troisième vague s'ouvrira très prochainement. Mais là, l'ADEME nous en dira plus tout à l'heure. Ce concours vise à soutenir des projets innovants portés par des startups et des PME et à favoriser l'émergence accélérée d'entreprises leaders dans leur domaine. Nous allons donc sur ce plateau télé pendant une heure mettre en lumière des lauréats de la région Auvergne-Rhône-Alpes autour de 4 thématiques. On va commencer par le bâtiment, ensuite les énergies renouvelables et le stockage, les réseaux énergétiques et enfin l'hydrogène et la mobilité. Et pour chacune des thématiques, des binômes vont venir ici sur ce plateau, un ou une représentante d'un projet porté par un consortium, lauréat d'un AMI, appel à manifestation d'intérêt, et puis une PME, lauréate d'une IPME ou du concours d'innovation. Nous souhaitons, à travers ce plateau télé, mettre en avant le dynamisme de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pourquoi je suis ravie d'accueillir Jacqueline Roisil. Bonjour. Vous êtes donc directrice régionale adjointe de l'ADEME. Alors d'abord, une première question. Pourquoi ce plateau télé ici sur les investissements d'avenir ? Bonjour. En effet, c'est une formidable opportunité que nous a offert GL Evans que d'organiser un plateau télé sur le salon Bipositive. On a fait le choix, notre objectif est vraiment de faire connaître les aides possibles pour les innovations et accélérer la transition énergétique. Et on souhaite adresser des entreprises qui ne nous connaissent pas forcément ou qui n'osent pas faire appel à nos guichets. Et le faire sur un salon, ça permet vraiment d'adresser ces entreprises. Je remercie d'avance nos intervenants qui ont répondu favorablement à notre invitation. Nous préférons faire témoigner des lauréats de leur parcours, plutôt que de présenter des modalités de soutien. Alors, comme je disais en introduction à Jacqueline Roisil, nous allons mettre en avant, et vous venez de le dire, des entreprises de la région. Pourquoi un soutien R&D en région et quel est le rôle de la direction régionale ? Alors, la question du rôle d'une direction régionale se pose en effet sur l'innovation. Parce que la gestion du programme des investissements d'avenir est centralisée. L'ADEME est opérateur pour le compte de l'État. Donc, les expertises sont conduites par des experts au niveau national et les décisions sont prises par le secrétariat général pour les investissements. Donc, compte tenu de notre écosystème régional, du dynamisme des entreprises dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous détenons d'ailleurs le record en nombre de lauréats sur le concours d'innovation. Nous avons donc fait le choix de positionner notre direction régionale comme une porte d'entrée pour faciliter l'accès des entreprises de la région à ces dispositifs. Et notre rôle est simple, il est de faire connaître, faire circuler l'information, de repérer, détecter et de mettre en relation les entreprises et nos experts nationaux. Alors on a bien compris votre rôle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les aides de l'ADEME ? Alors l'ADEME apporte un soutien qui combine expertise technique. Donc dans la région, nous avons 25 ingénieurs thématiques et des aides financières. Selon on la voit d'ailleurs sur la slide qui est en face et derrière vous. Un continuum des aides qui vont de l'amont, donc au soutien à la R&D sous forme de thèse, jusqu'au déploiement de solutions et d'investissements qui n'ont pas encore trouvé leur compétitivité. Donc vous l'avez effectivement sur le graphique, c'est illustré
En jaune, les aides amont, des thèses, des programmes de R&D, donc gérés par le niveau national. En vert, vous avez toutes les aides à la main de la direction régionale, donc un guichet innovation avec des partenaires. Ensuite, des aides aux études et des aides aux investissements. Et puis, vous avez en bleu, sur des montants un peu plus importants, les aides à l'innovation gérées par les investissements d'avenir. Et donc, c'est l'objet de notre présentation ce jour. On va voir d'ailleurs différents lauréats, on a mieux compris évidemment toutes ces aides et ces accompagnements. Alors j'ai parlé tout à l'heure des 4 thématiques qui ont été retenues pour cette émission, il va donc y avoir 4 séquences. Ce sont vraiment des axes majeurs pour l'ADEME. Alors pourquoi ce choix ? Alors, simplement, je crois qu'il ne faut pas qu'on perde de vue l'urgence à agir pour limiter l'augmentation de la température, hein, et la transition énergétique doit s'accélérer, et cela ne pourra se faire qu'avec la mise au point de nouvelles technologies ou de nouveaux services sur les sujets qui vont être évoqués aujourd'hui, donc le bâtiment, les énergies renouvelables, les réseaux et les transports. Et la modification des comportements de tous. Donc c'est pour ça qu'on souhaite valoriser des projets, des solutions qui sont déjà sur le marché ou tout proche du marché, pour que les décideurs, les entreprises et les citoyens agissent dans ce sens d'une transition énergétique. Et il est donc crucial de faire connaître ces nouvelles solutions. Merci encore à nos intervenants. Et merci à vous, Jacqueline Orazil, donc directrice régionale adjointe de l'ADEME, pour cette introduction à ce plateau télé. Donc, on va commencer par la première séquence de cette émission qui est donc dédiée au programme des investissements d'avenir, une opportunité pour les entreprises. Cette première séquence est consacrée au bâtiment. On le sait, hein, c'est un axe important du programme d'investissement d'avenir. C'est un secteur confronté à des enjeux énergétiques, climatiques, économiques et sociaux qui sont forts. Il faut rappeler que la consommation énergétique des bâtiments représente la moitié de celle de la France. Évidemment, compte tenu de ces enjeux, la France a engagé un plan de rénovation énergétique de l'habitat pour que tous les logements soient au niveau BBC d'ici 2050. Cela représente tout de même 30 millions de logements à rénover en 30 ans. Or, les enquêtes Open menées par l'ADEME montrent que le nombre de rénovations énergétiques avoisine les 400 000 rénovations par an. Donc on va dire qu'il y a une marge de progression qui reste encore forte. Il faut le dire aussi, le secteur du bâtiment est resté longtemps en déficit d'innovation. Les majors ont de réels services intégrés de R&D, et les dépenses de R&D dans le secteur du bâtiment sont, il faut le dire, en dessous de la moyenne nationale. Donc il y a évidemment beaucoup à faire, mais on remarque dans ce secteur du bâtiment que la donne change depuis quelques années. La filière semble connaître un regain d'innovation. Ce sont 207 projets qui ont été déposés depuis 2010 sur la thématique bâtiment, rassemblant près de 300 partenaires. 58 projets ont été retenus pour le financement. Donc nous avons en plateau sur cette séquence consacrée au bâtiment 2 intervenants au profil, on va dire, très différents. On a d'un côté une jeune entreprise lauréate du concours d'innovation qui, on peut le dire, a encore à prouver, un Boostit, et puis de l'autre TechniWood, déjà installé et primé à de multiples reprises. Donc je suis ravie d'accueillir Thomas Guigui. Bonjour, vous êtes business developer chez Boostit. Je disais donc lauréat du concours d'innovation. Il faut signaler aussi d'où vous venez, puisqu'on met en avant quand même la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc vous êtes de Vénissieux, hein, dans le département du Rhône. Et à vos côtés, plutôt en face de vous, François Pellissier, bonjour, président de TechniWood. Alors vous avez un site à Remilly en Haute-Savoie, vous êtes également à Maxenville, hein, près de Nancy, donc évidemment plus large encore que la région dont on parle. Vous allez nous parler dans un instant de bois, hein, parce que là c'est évidemment une filière et un secteur qui est important et qui demande aussi à être boosté, si je puis me permettre le lien avec Thomas Guigui. Mais je commence avec vous, Thomas Guigui et Boostit. Alors on le sait, la rénovation des systèmes de chauffage est un vrai levier, hein, pour la transition énergétique. Vous revendiquez Boostit, hein, quand même une jeune entreprise, comme la chaudière la moins énergivore au monde. Alors c'est quoi votre ambition ? Alors oui, vous l'avez rappelé rapidement, les enjeux autour du bâtiment sont grands dans le cadre de la transition énergétique. L'ambition de Boostit, c'est de participer, contribuer fortement et significativement à la massification de la rénovation énergétique des bâtiments, en agissant significativement et immédiatement sur les consommations d'énergie, en commercialisant des produits à très haute efficacité énergétique. Comment nous faisons cela ? Nous portons une rupture technologique, on pourra en reparler rapidement, qui est la compression thermique. Nous voyons quelques images de l'industrialisation de notre premier produit, qui est une chaudière de 20 kW. Vous dites que vous faites entrer le monde de la vapeur dans le domaine de la chaudière, c'est ça ? Oui, on fait rentrer la machine à vapeur dans le monde de la chaudière. Donc on porte une rupture technologique, on porte aussi une rupture commerciale. Et également, je dirais, dans l'ADN de Boostit, on a inscrit
très rapidement de lutter contre l'obsolescence programmée, de produire aussi des produits qui sont accessibles à tous. Et ça, c'est une vraie volonté, une vraie philosophie de l'entreprise qui guide le développement des projets. Alors, on va revenir évidemment dans un instant plus sur votre projet, ce que vous êtes en train de développer. On est aussi là pour parler de l'accompagnement de l'ADEME. Il a fallu beaucoup de R&D. Ça fait 8 ans que Boostit existe et vous avez notamment évidemment été accompagné par la direction régionale de l'ADEME dans votre projet. Tout à fait. Il a fallu. Donc, Boostit a été créé en 2011. Donc, on a 8 ans de R&D derrière nous. On est dans une phase, je dirais, très critique pour une start-up. On passe en phase industrielle et commerciale. Et c'est là où intervient l'ADEME avec son programme d'investissement d'avenir qui s'appelle le concours d'innovation, dont nous sommes récemment lauréats, qui va nous permettre de passer en fait en phase field test. Et donc grâce à ce financement, on va pouvoir déployer, nous sommes en train de déployer 20 chaudières thermodynamiques ou chaudières à énergie renouvelable Boostit dans des maisons. Donc on les met en conditions réelles, on va étudier différents cas d'usage sur différents dispositifs qui vont nous permettre d'améliorer et d'affiner les réglages de nos produits qui vont arriver en version commerciale pour le milieu de cette année. Donc ça, c'est vraiment votre innovation, c'est l'aspect commercial. Bon, il faut bien le dire, j'imagine l'ADEME vous attend, c'est une phase de test, vous attend aussi au tournant. Il y a ce concours d'innovation, mais il va falloir montrer ce dont vous êtes capable. Exactement, donc on va mesurer les performances, on va suivre. Donc ça, c'est vraiment d'un point de vue technologique. On a une promesse, c'est de diviser par 2 les consommations d'énergie liées au chauffage des maisons individuelles avec notre premier produit qui est une chaudière à énergie renouvelable de 20 kW. Et puis aussi de mettre en place notre modèle commercial qui vise aujourd'hui à disrupter un petit peu la chaîne de valeur autour du chauffage, qui est une chaîne de valeur très segmentée aujourd'hui entre le fabricant et le client final. Boostit se réapproprie la relation client. Nous allons accompagner, valoriser le client final et lui assurer aussi le bon dimensionnement de son projet à la fin. L'accompagner dans les aides. Il y a énormément d'aides d'État qui existent pour acquérir un système de chauffage et rénover sa maison. On va l'accompagner là-dedans. Et donc ça nous permet d'avoir une vraie valeur ajoutée auprès du client au-delà de l'efficacité énergétique de notre produit. Avec ce système innovant de la location aussi que vous proposez. Voilà, donc ce modèle commercial en direct va nous permettre nous permet déjà de commercialiser un contrat locatif de la chaudière et donc de permettre au client de louer sa chaudière d'une durée entre 7 et 10 ans. Et au bout de cette durée-là, en fait, le client finalement ne paye qu'un usage. Et on rentre vraiment dans l'économie de fonctionnalité, dans l'économie circulaire. Cette chaudière qui appartient toujours à Boostit, elle est récupérée à la fin du contrat de location. Elle est reconditionnée en atelier au sein de Boostit pour être remise sur le marché, soit en tant que produit de première génération en location, soit revendu en tant que produit de première génération. Et le client, lui, dispose d'une nouvelle chaudière Boostit, nouvelle génération, qui dans 7 ans seront plus performantes, qui apporteront de nouveaux services aux clients. Et donc voilà, on rentre ainsi dans la nouvelle économie aussi autour de la transition énergétique. Alors Thomas Guigui, je rappelle, vous êtes business developer chez Boostit, c'est un sacré pari, parce que là, vous faites une double rupture. Il y a la rupture technologique dont vous avez parlé, puis la rupture finalement dans le mode de fonctionnement. On est sur de l'économie de fonctionnalité. Tout à fait, mais on se place vraiment dans l'air du temps. On est une entreprise complètement digitale. On est parti d'une feuille blanche, c'est un avantage, c'est aussi des défis. On crée des nouveaux partenariats dans le monde du chauffage. Et puis on se confronte aussi à certains freins, notamment fiscaux, dans le cadre de l'offre locative. J'allais vous poser la question, tout n'est pas si rose quand même. C'est vrai qu'aujourd'hui, si finalement on acquiert une chaudière qui va être jetée au bout de 15-20 ans, on profite d'une TVA réduite, on profite d'un crédit d'impôt sur la transition énergétique, on a l'offre coup de pouce chauffage également. Et finalement, si on veut s'inscrire dans une offre locative qui est plus vertueuse en termes d'économie circulaire, eh bien finalement on a la TVA à 20% sur les loyers, on n'a pas de droit au crédit d'impôt sur la transition énergétique et on a le droit à un petit peu de C2E qui équivaut au C2E sur la durée du contrat. Donc voilà, il y a un petit levier aussi à travailler sur la fiscalité dans le cadre de la transition énergétique qui favoriserait l'économie de fonctionnalité, qui favorise aussi l'accès à des équipements plus haut de gamme. On le voit très bien dans l'automobile, le leasing a vraiment favorisé l'accès des particuliers à des modèles haut de gamme. Alors on le voit, on est plutôt vers des voitures qui sont plutôt luxueuses, mais on peut aussi aller vers des véhicules électriques. Boostit, c'est un produit premium aujourd'hui.
Et donc les offres de leasing permettent aussi à des particuliers d'aller vers des produits premium. Donc en fait, il y a encore pas mal de choses, on va dire, à faire évoluer dans ce secteur. Alors si cette phase de test dont vous avez parlé est réussie, vous visez a priori la maison individuelle, mais vous avez encore d'autres ambitions, hein, c'est ça chez Boostit? Bien sûr, l'objectif c'est d'adresser le marché du tertiaire, qui est l'autre pendant du marché résidentiel dans le bâtiment. Le collectif aussi résidentiel, donc là on va devoir aller chercher des plus grandes puissances, donc des produits de 50, 100, 150 kW. Notre produit finalement fonctionne comme une pompe à chaleur, donc on peut faire du froid, donc on va aller aussi produire un système qui va faire du chaud et du froid, et puis on peut même également aller chercher de la micro-cogénération, mais voilà, ça c'est pour les versions futures qui sont permises par cette rupture technologique qui est le compresseur thermique Boostit. On va suivre ça de près. Merci à vous, Thomas Guigui, d'être venu ici témoigner sur ce plateau télé organisé par l'ADEME. Alors, on va quitter les chaudières, on va aller dans l'univers du bois avec François Pélissier, donc le président de Techniwood. Alors, peut-être par rapport finalement aux autres entreprises qui veulent continuer à témoigner, on va dire que vous avez un parcours peut-être un petit peu différent. Vous comptez aussi beaucoup sur vous-même dans votre démarche. Je pense que dans notre pays, ça doit être la première des qualités, oui. Compter d'abord sur soi-même. Il y a tellement de choses qui changent aujourd'hui dans la mondialisation, dans les textes législatifs et réglementaires qu'il faut déjà compter sur soi-même. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes quand même un pionnier dans ce domaine et en termes de construction bois. En fait, on a souhaité porter depuis 2011, on a à peu près le même âge, en fait, une rupture dans la construction pour qu'elle soit beaucoup plus pré-industrialisée, pour aller plus vite. Et pour réussir une triple exigence en fait, de performance énergétique, de performance écologique et de performance économique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, le monde du bâtiment a quand même beaucoup de mal à sortir de sa zone de confort. Ça fait des décennies qu'on fabrique comme ça, qu'on construit comme ça. Et aujourd'hui, ces nouvelles technologies pré-industrialisées viennent ébranler un petit peu les process habituels. On appelle ça des méthodologies en fait DFMA, Design for Manufacturing and Assembly. Il y a des grands pays qui se lancent à fond là-dessus, la Chine, etc. Et donc nous, l'objectif, c'était d'arriver à monter ces réalisations pour la création, construction neuve et pour la réhabilitation avec des panneaux biosourcés. En tout cas, il y a une vraie force. Vous avez été primé, je ne sais pas, un nombre... Oui, mais ça coûte rien à personne. Ça. Donner des prix, c'est toujours quelque chose qui est gratifiant pour celui qui les donne, pour celui qui les reçoit, mais ça ne fait pas tourner le cycle économique. Et aujourd'hui, ce qu'on peut regretter, c'est que sur cette transition écologique, en fait, tout le monde en parle dans le pays, mais globalement, il n'y a pas d'élément véritablement coercitif ou incitatif pour imposer de la construction biosourcée, par exemple. Vous l'avez dans le social, les communes, on leur dit, voilà, vous devez faire 20% d'habitat social dans vos communes. Mais aujourd'hui, on ne dit à aucune métropole, à aucune région, à aucun département, il faudrait au moins faire 15 à 20% de construction, de réhabilitation biosourcée. Vous voulez dire qu'il faudrait une loi, il y a un texte de loi qui précise de façon précise, c'est ça François Pélissier, qu'il faudrait introduire des Il faudrait récompenser les bons élèves avec des modèles économiques qui permettent effectivement de financer sur une durée plus longue, peut-être donner des droits à construire supplémentaires, peut-être trouver des modèles en TVA, peut-être... Il y a plein de solutions qui existent, d'autres pays en ont innové. Et aujourd'hui, on reste, nous, un peu prisonniers de paradoxes dans ce domaine-là. Alors vous avez parlé de la Chine tout à l'heure. C'est quoi le potentiel du marché ? Où vous en êtes où ? Non, la Chine, aujourd'hui, est en train de développer des solutions préfabriquées où, en moins d'un an, ces gens-là sont capables aujourd'hui de construire une tour de 100, 120 étages avec un niveau de performance absolument hallucinant. Parce que tout est préparé en amont. Et c'est un petit peu le problème de la construction dans le bâtiment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on finit les études en même temps qu'on a déjà monté 1 ou 2 étages, quoi. Alors que la construction biosourcée, au départ, elle nécessite d'avoir vraiment... tout préparé. La moindre vis est calculée. On est vraiment dans des modèles industriels très poussés. Et ça, c'est pas trop l'habitude. Donc, il y a ce changement-là important à faire en termes de culture et il faut du temps. Alors, vous y mettez des moyens. Vous avez notamment levé 11 millions d'euros auprès du fonds Electronova Capital, qui est dans le cadre, évidemment, du programme d'investissement d'avenir. Vous avez aussi participé à un consortium, c'est ça, Arbo 2, c'est ça. Mais voilà, on a l'impression que vous faites beaucoup de choses, vous essayez de lancer, de dire que le bois, c'est vraiment une solution novatrice, et il y a encore beaucoup à faire bouger les lignes. Oui, parce qu'en France, en fait, c'est surprenant quand vous regardez dans les autres pays européens, quand vous annoncez des prix de construction, si vous annoncez les prix français dans les autres pays européens, on se demande si vous construisez du sérieux. Alors qu'en France, on vous dit tout de suite, c'est déjà trop cher.
Et il y a une volonté de construire toujours moins cher, moins cher, moins cher, moins cher. Et je pense qu'à un moment donné, on se heurte à ce qu'on a aujourd'hui. Si vous parliez d'obsolescence, on fait des réhabilitations aujourd'hui qui durent 10-12 ans, pas plus. On fait des constructions dans des grands schémas d'urbanisme où 25 ans après, il faut y revenir. Où le niveau de performance des bâtiments est quand même assez critique. On voit bien aujourd'hui le nombre de passoires énergétiques qu'il y a dans notre pays. Donc dans cette dynamique-là, il faut effectivement pousser les portes pour démontrer que ce type de construction pré-industrialisée, avec des matières biosourcées, qui sont quand même aux clés, qui sont à la convergence de tout le débat de la transition énergétique, il y a vraiment des résultats très probants. On fait à épaisseur égale, par exemple un mur, aujourd'hui, il fait 40% de performance supplémentaire au niveau énergétique. C'est de la filière courte. C'est de la filière, on l'a dit, bas carbone. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages, mais il faut rompre les habitudes de tout le monde. Et François Pélissier, je rappelle, président de Techniwood, dites-moi quand même quelque chose. Le marché se développe quand même de positif, même si peut-être il va pas au rythme qu'on sur la transition énergétique, le marché se développe. Il se développe lentement au regard des investissements très lourds qu'il faut faire pour développer des offres industrielles. Et c'est toujours l'équation que nos startups réciproquement là. Il y a un effet de ciseau aujourd'hui où dans les accompagnements publics qui existent, on vous demande quand même d'avoir des bilans équilibrés, on vous demande d'avoir 3 ans de BFR ceci, on vous demande ceci. Et vous êtes juste dans la seringue de l'amorçage, en fait. C'est-à-dire vous sortez de l'incubateur, mais vous êtes toujours dans cette phase d'amorçage où c'est pas gagné et où l'accès au financement est quand même très compliqué. Et alors, évidemment, il y a les programmes type ADEME, etc. Mais même quand on regarde ces modes de financement, il faut faire attention qu'ils ne remplacent pas exclusivement le CIR, parce que vous ne pouvez pas avoir ou l'un ou l'autre. C'est l'un des deux. Ensuite, il y a beaucoup d'avances remboursables. Mais avances remboursables, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut la rembourser à un moment donné. Et donc, je crois que l'État devrait, dans ses grands investissements, vraiment décider de mettre des sommes conséquentes et choisir dans chacune des disciplines, certainement, 5, 6, 7 champions nationaux sur lesquels on dit, voilà, ça c'est un champion potentiellement national, on y va. Pour construire une filière. Pour construire une filière et arrêter un petit peu le saupoudrage sur toutes les idées. Donc là, il y en a une, voilà. C'est la chaudière de demain. Il fait partie des 5 chaudières qui vont cartonner. Il faut mettre le paquet là. Et peut-être pas sur 200 ou 300 projets. Même chose sur la construction bois. En tout cas, le message, il est passé. Voilà. Merci à vous, François Pélissier, président de Techniwood. Merci aussi à Thomas Guigui pour cette première séquence. En tout cas, vous parliez de l'ADEME, évidemment. Elle poursuit son accompagnement avec un appel à projet qui se clôturera en juin 2019. Bâtiments et îlots à haute performance environnementale. Et les objectifs de cet appel, c'est vraiment de s'inscrire dans une dynamique de massification de la rénovation des bâtiments. C'est ce dont je parlais. Méthodes et outils innovants pour la rénovation de la construction. Le bois, les matériaux biosourcés. Finalement, vous voyez, les matériaux issus du recyclage. Et puis le troisième axe, c'est les îlots énergétiques et environnementaux. Merci en tout cas à tous les deux. On va poursuivre avec la deuxième séquence de ce plateau télé au salon Bipositive organisé par l'ADEME et qui est donc consacré aux investissements d'avenir, une opportunité pour les entreprises. Le thème de cette deuxième séquence, ENR, énergie renouvelable et stockage. On le sait, l'ADEME soutient les énergies renouvelables, leur production, leurs insertions dans les réseaux énergétiques et le stockage dans une perspective de développement durable. Son objectif est de favoriser leur développement tout en améliorant la connaissance de leurs bénéfices et de leurs éventuels impacts. Et l'action de l'ADEME se situe à la fois en amont de la chaîne de valeur, notamment le soutien à des programmes de recherche, ou encore à l'aval sur le développement de solutions de pré-déploiement et d'expérimentation à l'échelle 1 sur le territoire. On va donc plus spécifiquement à présent parler de solaire dans cette séquence consacrée aux énergies renouvelables, avec deux entreprises, on va dire, qui sont chacune à un bout de la chaîne. On va dire qu'on a d'un côté la fabrication. Je vais vous présenter dans un instant Lofty Bounas de ECM Green Tech, et puis Benoît Lelon, directeur de Citelia Énergie. Vous êtes plutôt dans la mise en place d'un système sur le bâtiment. Benoît Lelon, donc bonjour, merci d'être avec nous. Donc je disais directeur de Citelia Énergie. Vous êtes, je continue à citer, parce qu'évidemment on met en avant la région de Montagnol en Savoie. Vous allez nous présenter le projet A8 PV BIM. Vous êtes lauréat du concours d'innovation, donc on va mettre ça évidemment en avant. Et de l'autre côté, là, on est sur des plus gros projets, parce qu'il y a des partenaires, évidemment. Lofty Bounas, vous êtes ingénieur commercial chez ECM Green Tech. Là, vous êtes à Grenoble, en Isère, c'est bien ça. Et vous êtes le coordonnateur, en tout cas votre entreprise, du projet Cristal Méga 20. On va y revenir, évidemment, dans un instant. Alors, on va commencer par vous, Benoît Lelon, parce que vous êtes vraiment le lien avec la séquence précédente. On parlait de bâtiment. On va vraiment faire le lien entre le bâtiment et les énergies renouvelables,
parce qu'on va voir avec vous comment on peut appliquer des outils dédiés aux bâtiments, comme le BIM, hein, dont on parle beaucoup, sur des projets photovoltaïques. Alors avant de rentrer un peu plus en détail sur ce projet dont je parlais, racontez un peu votre histoire, parce que vous avez quand même 25 ans d'histoire et vous ne cessez d'innover finalement chez Citelia Energy. C'est ça, nous on a une entreprise donc, qui est un peu plus ancienne que les entreprises qu'on a vues avant. Donc on a été créé en 1994, donc avant l'engouement qu'on a aujourd'hui sur les technologies photovoltaïques. Donc on a été d'abord un bureau de consulting jusqu'à l'émergence de la connexion réseau photovoltaïque dans les années 2006-2007. Et ensuite on s'est structuré autour de 2 métiers, le métier de bureau d'études photovoltaïque, donc le suivi des projets de A à Z, et la conception de solutions logicielles dédiées au photovoltaïque avec notre suite Archelios. Voilà. Alors justement, cette suite Archelios, elle fait partie de tout ce projet dont je parlais, A-Suite PV BIM. C'est quoi l'objectif de ce projet et comment Archelios vient se mêler à tout ça, si je puis dire? Alors déjà, dans notre historique, en 2015, on a intégré le groupe Trace, qui est un groupe français basé en Normandie, spécialisé dans les logiciels électriques et les logiciels 3D, ce qui explique un peu notre développement. Donc on est à la fois une entreprise ancienne et on va dire une start-up sur la partie logicielle. Alors, A-Suite PV BIM, c'est quoi? En fait, déjà, je vais parler de la suite Archelios. Bon, on voit quelques images derrière avec des images en 3D. Donc, c'est 6 produits. En fait, un produit qui s'appelle Archelios Map, qui est un produit de cadastre solaire, c'est-à-dire déterminer le potentiel solaire d'un territoire, toiture par toiture, à l'échelle d'un département. Archelios Ray, qui fait des études d'éblouissement pour tout ce qui est projet à proximité d'aéroports. Archelios Pro, qui est un outil de conception de projet et de calcul de product type. Qu'est-ce que va produire mon installation? Archelios Cal qui fait du calcul électrique. Archelios OM qui fait de l'exploitation. Et notre nouveau produit qu'on va sortir cette année, Archelios Onsite, qui est un outil qui nous permet de faire du suivi de visite sur chantier. Alors, ça fait beaucoup d'outils. Oui, c'est vrai. Donc j'imagine que vous les rassemblez tout ça un petit peu. C'est un peu ça l'idée. En fait, ces outils sont déjà organisés autour de la maquette numérique. Donc, ce qu'on appelle le BIM. Hein. Et donc c'est vraiment le cœur des développements, c'est-à-dire d'avoir une maquette 3D comme on voit sur les images, et cette maquette 3D avec des caractéristiques électriques. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est des outils, ça c'est ce qu'on a développé en premier, des ponts entre outils. Voilà. Et l'objet du projet A-Suite PV BIM, c'est de développer vraiment la maquette numérique, de l'enrichir avec toutes les caractéristiques du projet photovoltaïque et de faire en fait une plateforme cloud qui soit une porte d'entrée unique pour l'ensemble des outils. Donc c'est un outil coopératif aussi. C'est un outil coopératif, exactement. L'idée c'est que plutôt qu'il y ait l'ingénieur qui travaille sur la partie de dimensionnement, mais il passe son projet par mail à son voisin, non. Ça, c'est l'ancien, ce qu'on appelle, on va dire, le BIM niveau 2. Là, on passe au BIM niveau 3, c'est-à-dire qu'en fait, ils collaborent autour d'une même plateforme. Quand un ingénieur arrive sur un projet, il sait ce qui s'est passé, il a un versionning, il a un historique de tout ce qui s'est passé, et il peut passer le projet jusqu'à l'exploitation, où là, on vient enrichir la maquette numérique avec des données d'exploitation au pas minute. C'est-à-dire chaque équipement, on a tout ce qui se passe minute après minute. Voilà. Alors Benoît Lelong, je rappelle, vous êtes directeur de Citelia Energy. Donc là, c'est dans le cadre d'un concours d'innovation. Vous en êtes où du développement de ce projet? Et donc le concours d'innovation, on a été lauréat sur 2018. Donc là, c'est la première année. C'est un projet qui va durer 3 ans. Donc là, on est en train à la fois d'enrichir les différents outils, de créer cet outil, la on-site, qui fait partie du projet, donc un outil qui permet d'aider en fait les visites sur chantier, et à la fois de développer la première version de la plateforme PV BIM, et on va lancer tout ça, on va dire la version 1, lancer tout ça à l'Intersolar, c'est un grand salon du solaire qui a lieu à Munich tous les ans au mois de juin. Et évidemment, il y a le salon Bipositive sur lequel on est aussi, bien sûr. salon aussi. Mais je vous taquine sur ce sujet. Oui. Et vraiment, l'idée, c'est ce concept PV BIM. Vous voulez aussi l'associer finalement au monde du bâtiment, au BIM tout court aussi. Ça peut être évidemment relié à tout cet univers du bâtiment. Évidemment, là, on n'a pas le temps de présenter toutes les sociétés du groupe. Mais en fait, dans le groupe, on travaille vraiment sur l'électricité dans le bâtiment, sur en fait la mise à disposition de composants 3D basiques pour construire des maquettes numériques. Et donc l'idée en fait de la plateforme, c'est aussi de pouvoir s'interfacer avec les normes, je parle un peu technique, IFC, qui sont en fait de l'open BIM. C'est-à-dire c'est un format qui permet d'interagir avec en fait tous les autres outils du BIM bâtiment. Donc on serait en fait le premier outil à pouvoir faire ça au niveau mondial. Alors sur ce projet A-Suite PV BIM, qu'est-ce qu'a représenté le soutien de l'ADEME à travers ce concours d'innovation ?
Le soutien de l'ADEME, c'est un soutien qui nous permet d'aller plus vite. Parce que voilà, on fait partie d'un groupe, on peut se financer, mais si on n'a pas de soutien des types soutien de l'ADEME, sous forme de subventions ou d'avances remboursables, on va aller moins vite. Et là, on a une avance conceptuelle, une avance sur le marché. Si on veut garder cette avance, il faut aller plus vite. Et pour aller plus vite, ça a un coût, et ce coût peut être financé par l'ADEME. C'est vraiment l'objet, accélérer. Accélérer et peut-être aussi, on a commencé évidemment à en parler ici sur ce plateau télé, faire face aussi à la concurrence. Ça, on sait le dire. Évidemment, on a un marché mondialisé, notamment sur le solaire, et il y a une vraie concurrence. Alors quand on dit accélérer, c'est évidemment pour faire face à la concurrence. Le domaine du logiciel photovoltaïque, on va dire, était assez peu concurrentiel il y a quelques années, mais avec le développement du photovoltaïque au niveau mondial qui explose, il y a énormément de nouveaux acteurs, des acteurs américains, chinois, indiens, etc., qui rentrent sur le marché. Et donc si on veut rester en avance, il faut aller vite. Merci à vous, Benoît Lelon, donc directeur commercial, directeur de Citelia Énergie, parce qu'évidemment, on va se tourner vers l'ingénieur commercial et l'autre invité qui est présent ici en plateau, Lofty Bounas. Vous êtes donc ingénieur commercial chez ECM Greentech. On va dire qu'on parlait de concurrence, faire face à la concurrence. Finalement, c'est aussi un des grands défis que vous relevez à travers le projet Un Cristal Méga 20 qui vise à augmenter les capacités de production des usines de cellules PV à l'horizon 2020. Vous êtes vraiment aussi face à un secteur qui est très concurrentiel? Oui, extrêmement concurrentiel. On peut le dire, en fait, le secteur du photovoltaïque, et du moins la production des composants et des matériaux pour le photovoltaïque, c'est un secteur extrêmement concurrentiel et notamment dominé par la Chine, par l'Asie. Donc l'objectif, c'est à travers un projet comme celui-là, c'est de proposer des solutions innovantes et différenciantes par rapport à ce qui existe actuellement. Donc l'histoire du projet, elle se situe à ce niveau-là. Alors, elle se situe à ce niveau-là. On va en parler dans un instant du projet, mais d'abord, évidemment, de la même façon, présenter quand même votre entreprise. ECM Greentech est quand même assez jeune, c'est ça, 7 ans d'existence pour l'entreprise? C'est ça, à peu près, oui. Oui, tout à fait. Après, c'est la filiale, on va dire, dédiée aux énergies renouvelables d'un groupe plus grand qui s'appelle ECM, qui est basé à Grenoble et qui développe des solutions de traitement thermique, notamment pour l'industrie. Donc on a des activités dans d'autres secteurs de l'industrie, notamment l'automobile et le nucléaire ou la défense. Mais on a toute une division qui s'appelle ECM Greentech et qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. D'accord. Et donc il y a tout un lien parce qu'évidemment c'est une entreprise qui a mis au point des fours de fusion au silicium, c'est ça, dans les années 80. Donc là on retrouve finalement tout ce savoir-faire à travers ce que vous faites et les fours. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Oui, ECM Greentech met au point, l'une de ses activités principales, c'est de mettre au point, de fabriquer des équipements pour la cristallisation de lingots de silicium et également d'intégrer ces équipements dans des projets un peu d'ampleur un peu plus élevée sur des lignes, des usines clés en main. Voilà. Alors justement, parce que c'est aussi l'objet de votre présence, en quoi consiste précisément ce projet Cristal Méga 20 qui est en fait la suite déjà d'un projet qui avait été lancé, un PV 800 Export, c'est bien ça? Exactement, oui, tout à fait. Donc on a la chance de pouvoir collaborer avec l'ADEME à travers les années et on avait initié déjà un projet de recherche avec l'ADEME qui s'appelait PV 800 Export, qui s'axait notamment autour du développement d'une technologie de croissance de lingots de silicium qui s'appelle le monolike. Donc l'idée, c'est finalement, par rapport à l'état du marché actuel, c'est de proposer une solution différenciante et très compétitive. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'industrie, mais il faut savoir qu'il y a 2 technologies majeures qui existent, le monocristallin et le multicristallin. Et donc l'idée, c'est d'apporter une voie intermédiaire qui permettent de concurrencer ces 2 voies technologiques historiques en termes de coûts et de productivité. Oui, c'est d'avoir un meilleur rendement et de réduire en même temps les coûts, finalement, est le gros objectif dans le domaine du photovoltaïque. Exactement, exactement. C'est un secteur extrêmement concurrentiel, comme je le disais au début de l'interview. Mais donc on a des leviers de réduction des coûts. Nous, l'objectif à travers ce projet, c'est d'amoindrir les coûts d'environ 20% à travers ce projet. Et on le fait à travers différents axes, notamment donc la croissance de lingots de silicium.
de plus grande taille. Donc on passe de lingots d'environ 650 kg à des lingots de 2300 kg. Donc c'est une évolution majeure dans l'industrie, en mettant au point un four dédié. Et également la suite de la filière et les procédés qui vont avec, notamment de découpe, qui sont aussi essentiels pour améliorer les coûts. Et justement pour ça, Lofty Bounas, vous n'êtes pas tout seul dans le projet. Je disais, vous êtes coordonnateur, vous avez des partenaires dans la démarche. Tout à fait. Oui, on est accompagné dans le projet avec plusieurs partenaires, notamment le CEA INES, qui est un centre de recherche mondialement reconnu dans ce secteur de l'énergie solaire, mais également Photowatt qui est un voisin dans la région iséroise qui produit des panneaux solaires et qui notamment depuis quelque temps a recentré son activité autour de la production de plaquettes de silicium, et donc qui met en production ces techniques, ces moyens de croissance de plaquettes de silicium monolac. Et alors, comme vous l'avez dit, l'ADEME vous a accompagné évidemment depuis le début du projet. C'est un soutien, j'imagine, important pour vous. C'est un soutien essentiel. C'est ce qui nous a permis de mettre au point, d'amener sur le marché une première technologie il y a quelques années, et qui nous permet encore à nouveau de nous différencier sur des projets de grande ampleur, de porter ces projets collaboratifs avec ces entreprises que sont Photowatt, le CEA et Vesuvius. Et donc d'avoir une position plus compétitive, c'est essentiel pour nous. Et d'ailleurs, je crois savoir qu'il y a une réunion d'étape justement en ce moment avec l'ADEME. Il y a d'autres dirigeants de CM Greentech qui sont présents pour cette réunion et ce suivi. Exactement, oui. C'est un suivi qu'on fait assez régulièrement avec l'ADEME pour faire le point sur l'évolution du projet. C'est des projets vivants dont les objectifs sont revus pour s'adapter au marché. C'est comme vous le savez, un marché extrêmement dynamique, donc on essaye de s'adapter. Merci à vous, Lofty Bounas, donc ingénieur commercial chez ECM Greentech, d'être venu. Merci encore à Benoît Lelong. On va dans un instant passer à la troisième séquence, mais pour rappeler, l'ADEME continue d'accompagner aussi ce secteur avec un appel à projet qui est justement qui a pour objectif d'accompagner le développement de projets dans le domaine des énergies renouvelables. Il y a le solaire, mais pas seulement, la biomasse, la géothermie, l'éolien terrestre et maritime, ou encore les énergies marines renouvelables. Et son objectif, c'est à la fois la baisse du coût de production de l'énergie, donc on n'est pas loin du sujet dont on parlait il y a un instant, l'amélioration de la fiabilité des systèmes de production d'énergie renouvelable, et aussi la réduction de l'empreinte environnementale des systèmes. Et c'est un appel à projet qui va se clôturer en septembre 2019. On va poursuivre avec la troisième séquence de ce plateau TV consacré aux investissements d'avenir, et donc organisé par l'ADEME. Cette séquence porte sur les réseaux énergétiques. On va parler de réseau et aussi de flexibilité. Le réseau électrique, pour rappel, a été initialement conçu pour distribuer l'électricité produite de manière centralisée vers les utilisateurs, mais justement la mise en service croissante de moyens de production décentralisés intermittents, le solaire dont on parlait il y a un instant, ou encore l'éolien, et aussi l'apparition progressive de nouveaux besoins comme les véhicules hybrides rechargeables ou électriques demandent une nouvelle vision du réseau. Et donc les smart grids sont la pierre angulaire de la transition énergétique. Ils permettent d'intégrer davantage d'énergie renouvelable, et c'est un enjeu clé sur lequel la France est bien positionnée. On va donc en parler avec un plateau qui est 100% féminin, donc j'en suis ravie. Laura Darvé, bonjour. Vous êtes chargée de projet chez Energy Pool, pour situer où vous vous trouvez, évidemment, pour mettre en valeur, je disais, tous les lauréats de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Energy Pool est au Bourget-du-Lac, en Savoie. Et là, vous venez présenter 2 PIA. Et face à vous, Clémentine Benoît, bonjour. Vous êtes directrice technique de Audity. Là, vous êtes en Isère, à Mélan. Et vous allez nous parler du projet Utility. Là, on est dans le cadre d'un concours d'innovation. Je crois savoir que vous connaissez un peu toutes les deux, parce que vos entreprises aussi travaillent ensemble. On va commencer par vous, Laura Darvé, par parler d'Energy Pool, qui est quand même un leader mondial, on peut le dire, faut mettre en avant les entreprises françaises, un leader mondial du demand response qui développe des solutions intelligentes de gestion de la demande d'énergie, avec un lien évidemment direct avec les énergies renouvelables dont on parlait il y a un instant. Juste rappeler, repréciser, je l'ai dit un petit peu en introduction, mais quels sont les grands enjeux sur les réseaux énergétiques ?
Oui, tout à fait. Donc, ils sont nombreux. Dans le cadre de la transition énergétique, je pense qu'on peut tout d'abord identifier le défi, si j'ose dire, de maintenir l'équilibre offre-demande en considérant un mix énergétique qui intègre une part toujours plus croissante d'énergie renouvelable. Comment est-ce qu'on maintient cet équilibre? Comment est-ce qu'on garantit la sécurité d'approvisionnement alors qu'on a des productions qui sont de plus en plus déphasées des besoins en consommation. Donc c'est un réel challenge. Maintenant, il y en a un second, je pense aussi, c'est comment est-ce qu'on adapte au niveau local, à l'échelle locale, comment est-ce qu'on s'adapte aux nouveaux modes, aux usages des consommateurs. Par exemple, les véhicules électriques. Aujourd'hui, on a un parc de 150 000 véhicules électriques en France. Dans le projet de PPE qui a été publié récemment, on s'oriente plus vers un parc d'1 million à horizon 2023. Donc comment est-ce que les réseaux s'adaptent à tous ces changements? Je pense que la solution viendra vraiment d'innovations qui sont notamment soutenues par l'ADEME aujourd'hui. Alors donc on a bien compris les enjeux. Il faut rappeler quand même que c'est aussi un marché mondial. Vous avez un vrai marché mondial, l'Energy Pool. Tout à fait. Alors peut-être rappeler le métier d'Energy Pool brièvement. Nous, on est opérateur de flexibilité de consommation et fournisseur de solutions également pour les énergéticiens. Donc en tant qu'opérateur de flexibilité de consommation, on identifie chez des gros consommateurs, des industriels principalement, leur capacité à pouvoir réduire leur consommation ponctuellement ou à pouvoir décaler certaines consommations dans le temps. Cette flexibilité, aujourd'hui, elle a une valeur pour le gestionnaire de réseau, donc en France RTE, et on la valorise auprès de RTE dans le cadre d'appels d'offres ou alors directement sur les marchés de l'énergie. Donc ça, c'est le premier marché, le premier cœur de métier, je dirais, d'Energy Pool. Et le second, donc en tant que fournisseur de solutions, on a développé donc des expertises pour aller identifier, collecter la flexibilité, mais aussi une plateforme logicielle pour pouvoir piloter à distance certains process chez les consommateurs. Et aujourd'hui, cette expertise, ce logiciel, on le fournit à des producteurs-fournisseurs, des énergéticiens dans le monde. Par exemple, on a signé un contrat avec Powerhouse aux Pays-Bas. Alors Laura Darvé, vous êtes chef donc de projet chez Energy Pool. On est là aussi pour parler évidemment de l'accompagnement de l'ADEME, même si vous vous développez quand même pas mal aussi tout seul. Vous avez participé à un programme d'investissement d'avenir. Donc il y en a un, on peut évidemment quand même en parler, même si c'est, on va dire, du passé à ce niveau-là. C'était le projet ENR Pool qui visait, alors on en a un petit peu parlé évidemment, à étudier comment les consommateurs industriels peuvent justement, en adaptant leur consommation, contribuer à résoudre certaines problématiques. Tout à fait. Donc le projet ENR Pool s'est déroulé de 2012 à 2015. On l'a mené en collaboration avec Schneider Electric et également l'INES CEA. Donc on parlait de collaboration tout à l'heure. Là, c'est un bel exemple. Et l'idée, c'était d'étudier tout d'abord les modèles de prévision des énergies renouvelables, de production des énergies renouvelables, et ensuite de tester, dans le cadre d'un démonstrateur, comment la flexibilité des consommateurs pouvait compenser les problématiques d'intermittence. Et donc ça a abouti. Quels ont été les résultats alors on a été en mesure de réaliser un certain nombre de préconisations pour permettre plus de flexibilité au sein du système électrique. Là où on a plus de résultats concrets, si j'ose dire, c'est dans le cadre d'un second projet, donc le projet FICIB. FICIB, c'est celui qui est actuellement en cours et dont on va parler. Oui, évidemment, je vous passe la parole pour en parler. FICIB, alors c'est FHYCIB. Voilà, c'est juste pour... c'est un peu technique, mais flexibilité hybride de charge industrielle et de batterie. Donc pour essayer de faire assez simplement, l'idée c'est d'identifier chez des industriels, encore une fois, des flexibilités de consommation et d'installer sur leur site une batterie pour voir comment on peut trouver des complémentarités entre la flexibilité de consommation et la batterie pour pouvoir participer au service d'équilibrage du système électrique, en l'occurrence le mécanisme de réserve primaire. Là, on a des résultats concrets en fait, grâce au soutien des PIA, de l'ADEME, on a pu aujourd'hui signer un premier contrat donc, et tester des modèles, valider des modèles dans le cadre du projet FICIB qui nous ont permis de signer un premier contrat avec le groupe NW. Et aujourd'hui, on valorise la première batterie sur le marché de la réserve primaire. Si on n'avait pas eu le projet FICIB, on n'aurait pas pu réaliser tous ces tests, allouer des ressources comme on a pu le faire. Et donc, c'est l'approche hybride comme ça avec la batterie aussi qui est une vraie force dans... Tout à fait. Alors ça représente de plus en plus de valeur pour les industriels et aussi pour le système électrique. Mais là, dans un premier temps, on valorise une batterie seule et à horizon fin 2019, début 2020, on devrait passer concrètement à cette approche hybride. Alors vous avez parlé déjà du soutien de l'ADEME. Bon, tout n'est pas toujours rose. C'est quand même un marché où il y a une vraie complexité technique, évidemment, que vous avez évoqué. Parfois aussi une difficulté de modèle économique. Donc vous avez
Énergie-Pool besoin d'un soutien. Hein. Tout à fait. Vous évoquiez une complexité des marchés, techniques et autres, aussi une incertitude réglementaire. Donc, c'est pas évident d'investir des gros budgets sur certains projets. On se pose des questions. Et c'est vrai que le soutien de l'ADEME et des PIA peut être déterminant. Il a aussi été très bénéfique en termes de visibilité, de gain de notoriété. On a eu la chance de participer à plusieurs événements organisés par l'ADEME. Je me souviens notamment de l'expo Innov Climat, qui met en avant des projets. On a pu valoriser ENR-Pool. Donc c'est vraiment, ça a de la valeur aussi pour nous de ce point de vue-là. Merci à vous, Laura Darvet, donc chargée de projet pour Énergie-Pool. On va faire le lien avec l'autre invitée, Clémentine Benoît. Vous êtes directrice technique de Audity. Et il y a un vrai lien. Vous êtes une toute jeune start-up, je disais lauréate du concours d'innovation. Je vois que vous vous connaissez en fait. Enfin, vous connaissez en tout cas de vos entreprises mutuellement. Vous avez des projets en commun, c'est ça, Clémentine ? Oui, voilà. Nos entreprises se connaissent. On a notamment un projet ensemble en Afrique où l'objectif en fait pour Audity, c'est de déterminer les besoins en flexibilité du point de vue du réseau en fait. Quelle flexibilité est nécessaire pour supporter le réseau ? Et en l'occurrence, on parle d'un réseau assez faible. Et donc c'est un beau projet qui peut-être verra le jour, on verra. En tout cas, voilà. vous êtes complémentaires, parce que c'est ce que vous disiez, vous aidez vraiment à l'insertion dans les réseaux de distribution basse tension, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. On est parfaitement complémentaires, parce que l'idée, nous, c'est on ne travaille pas sur le réglage équilibre offre-demande. Par contre, on travaille donc sur le réglage de tension, sur les congestions. Donc c'est vraiment du point de vue du réseau électrique. Donc on parle beaucoup de panneaux solaires, de véhicules électriques. Et nous, l'idée, c'est qu'est-ce que le réseau peut accueillir, comment il peut les accueillir et quelle flexibilité est nécessaire pour que le réseau puisse accueillir tous ces nouveaux usages. Alors vous allez nous parler dans un instant du projet Utility, concours d'innovation, j'en parlais. Peut-être quand même un mot pour présenter Audity, avec -E pour le I de email. Vous allez dans l'Internet. Ça, je ne sais pas trop d'où ça vient. Alors l'idée d'Audity, donc vraiment notre cœur de métier, c'est la digitalisation des réseaux de distribution électrique. Et en fait, ça vient d'un besoin. Donc, les réseaux basse tension sont très mal connus. Et donc, forcément, toute étude réseau devient compliquée quand on ne connaît pas le sujet de son étude. Et donc, quand on parle du réseau électrique, qui est quand même au cœur de la transition énergétique, donc véhicules électriques, panneaux solaires, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué sans le connaître de savoir comment ça va se passer. Et donc, en fait, l'idée d'Audity, c'est d'utiliser toutes les données des compteurs communicants pour retrouver le comportement électrique du réseau et produire un double digital en fait du réseau électrique. Donc c'est fait à partir d'algorithmes de machine learning et en fait on obtient ce double digital qu'on peut utiliser pour pas mal de choses, entre autres détecter les pertes. Calculer la capacité d'accueil du réseau électrique, donc qui est dans le cadre du projet Utility dont on va parler après, mais aussi donc calculer des besoins en flexibilité comme on peut le faire avec d'autres entreprises. Et alors donc vous êtes dans plein projet pour une entreprise toute jeune qui a 1 an et demi à peu près. Donc c'est quoi ce projet Utility ? Justement vous appuyez aussi, on parlait avec Citelia Energy de cloud, de plateforme. Finalement il y a aussi un lien avec votre sujet. Alors il y a aussi un beau lien avec Citelia, donc on est aussi en discussion avec eux. Voilà, comme ça on fait du lien parfait. Parce que donc oui, eux ils proposent donc des cartes de cadastre solaire et en fait nous on propose, donc c'est le but du projet Utility, de proposer des cartes de capacité d'accueil du réseau électrique en termes de panneaux solaires. Donc le but de ce projet, c'est de développer un logiciel qui proposera donc cette cartographie précise de capacité d'accueil et qui permettra de résoudre pas mal de problèmes. Donc concrètement, par exemple, on a travaillé avec des gestionnaires de réseau qui avaient raccordé pas mal de panneaux solaires au réseau. Et en fait, on s'est rendu compte que ces panneaux solaires impactaient négativement le réseau. Donc le mécanisme de protection se déclenchait. Donc ces panneaux solaires ne produisaient plus, ce qui est un peu embêtant pour un panneau solaire. Et à l'inverse, on a tendance à prendre énormément de marge quand on connecte des panneaux solaires, ce qui induit des coûts des renforcements qui sont extrêmement chers. Donc là, avoir une carte précise de ce que le réseau électrique peut accueillir, ça permettra d'éviter ces problèmes dans un sens ou dans l'autre. Et alors donc, Clémentine Benoît, directrice technique d'Audity, je disais, vous avez remporté donc un concours d'innovation. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, à vous, start-up, jeune entreprise ?
Alors, déjà, clairement, le financement, en tant que jeune entreprise, on a besoin de ce financement pour accélérer. Donc, ça va nous permettre d'embaucher, ça va nous permettre d'aller plus vite vers ce logiciel. Et également, ça nous a quand même apporté une jolie visibilité. C'est vrai que l'ADEME, c'est quand même un acteur de référence. Et le fait que notre solution soit validée par l'ADEME et que même son utilité pour la société soit validée par l'ADEME, c'est quand même une chouette validation pour nous. Alors même si je sais que les fonds sont adossés aux fonds propres et parfois c'est pas évident quand on est une jeune entreprise, mais ça va venir étape par étape, c'est ça? Voilà, alors en fait, là on pensait que ça pouvait marcher avec les quasi-fonds propres, mais ça ne fonctionne pas avec les quasi-fonds propres, seulement avec les fonds propres. Du coup, voilà, on a perdu un peu de notre financement qui n'arrivera qu'à la fin. Voilà. Mais bon, vous y arriverez très bien. Et alors, donc, la durée du projet ? Alors, c'est un projet de 2 ans. Donc là, on en est à l'étape de spécification et on passera au développement. Et à la fin, on aura un projet pilote. D'ailleurs, j'en profite. À bon entendeur, on est en train de chercher un projet pilote pour notre projet de cartographie de la marge disponible pour les PV. Voilà. C'est noté, vous cherchez un pilote, un gestionnaire de réseau, donc on a passé le message. Voilà, merci beaucoup à vous, Clémentine Benoît, donc directrice technique d'Audity, et merci aussi à Laura Darvé. Donc pour continuer à parler évidemment de l'accompagnement de l'ADEME, il y a aussi un nouvel appel à projet réseau énergétique optimisé qui court jusqu'en octobre 2019 et qui s'intéresse spécifiquement à des solutions d'optimisation des réseaux électriques, chaleur, froid aussi et gaz, avec parmi les objectifs faciliter l'insertion de la production distribuée à partir de ressources renouvelables ou encore limiter le recours à des moyens de production émetteurs en CO2 et garantir l'équilibre offre-demande. Donc là, on est typiquement dans les sujets dont on parlait il y a un instant. Merci en tout cas à toutes les deux. On va poursuivre dans un instant et même terminer avec la dernière séquence. On le disait en introduction aussi, le système est bouleversé par l'arrivée de nouvelles consommations comme la recharge de véhicules électriques. Alors, on ne va pas parler de véhicules électriques, mais d'hydrogène et de mobilité. Donc on va terminer ce plateau télé organisé par l'ADEME au salon Bipositive à Lyon-Orespo en parlant d'hydrogène et de mobilité. Alors vous le savez, le secteur des transports est fortement responsable de l'accroissement de la consommation d'énergie en France et des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. L'objectif, c'est de se déplacer autant en 2030, mais de le faire différemment avec des solutions différentes de mobilité, des véhicules de flotte d'entreprise, pourquoi pas évidemment à l'hydrogène, aussi le covoiturage ou encore le report modal qui permettrait notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 45% en milieu urbain. Il y a aussi des nouvelles énergies qui se développent, l'hydrogène dont je viens de parler. On va parler dans cette séquence, on va faire un peu le grand écart dans cette dernière séquence de carburant du futur, mais aussi de secteur ferroviaire. Donc Jean-Michel Amaré, bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Hathaway, donc avec vous on va parler d'hydrogène. Alors là je situe aussi Hathaway pour dire que vous êtes là encore aussi de Bourg-du-Lac en Savoie. Bourget-du-Lac. Bourget-du-Lac. Pourquoi j'ai dit, voilà, j'ai oublié le G au bout, voilà, Bourget-du-Lac. Et donc, vous avez parlé du projet Freeze dans un instant. Et là, on va aussi parler d'un autre domaine qui est le ferroviaire avec Stéphane Brunet. Vous êtes président de Vaperail. Vous êtes dans l'Ain, c'est ça, Montréal-Lacluse, on dit comme ça ? Absolument. Voilà. Et donc, vous allez nous parler tout à l'heure du projet Mavico. Alors, on va commencer par parler d'abord d'hydrogène, qui est un sujet majeur pour l'ADEME. On en parle beaucoup. On en parle beaucoup aussi à ce salon Bipositive. Là aussi, il y a un appel à projet en cours qui s'inscrit dans le cadre du plan de déploiement de l'hydrogène pour la transition énergétique qui a été annoncé le 1er juin de l'an dernier et donc qui établit des mesures qui visent à déployer des écosystèmes territoriaux de mobilité hydrogène sur la base notamment de développement de véhicules professionnels. Et selon un avis de l'ADEME qui a été publié l'an dernier, le vecteur hydrogène apportera des contributions majeures à la transition énergétique et écologique. Donc Jean-Michel Amaré, on peut comprendre pourquoi l'ADEME aussi vous soutient depuis longtemps dans votre projet. Oui, tout à fait. L'ADEME nous soutient depuis le début, la création de notre entreprise en 2012. Nous a soutenus au départ sur notre première activité qui était comment est-ce qu'on arrive à stocker de l'énergie pour des sites isolés, des sites qui ne sont pas connectés à un réseau électrique et pour lesquels la seule source d'énergie disponible c'est le soleil ou le vent ou l'eau. Et de ce fait, il faut la stocker puisque ces sources d'énergie sont intermittentes. Et donc on a été aidés pour réaliser notre premier prototype, ce qui nous a énormément aidé en termes de crédibilité, en termes de financement bien sûr, mais en termes de crédibilité comme c'était dit juste auparavant. Et à nous aider à développer également une brique technologique, un électrolyseur, ce qui permet à partir d'eau et d'électricité de fabriquer de l'hydrogène.
cette brique adaptée pour le site isolé. Mais il est apparu que le marché était assez difficile à capter et de ce fait, nous avons utilisé ce développement de briques d'électrolyseurs pour un marché qui était plus dynamique, qui était plus émergent, on va dire, le marché de la mobilité hydrogène. Et donc, là-dessus, l'ADEME a continué à nous aider dans le cadre de projets, un projet bike dans la Manche et un projet cargo en Savoie, qui visait à déployer des flottes de vélos hydrogène, électrique hydrogène. Et nous, notre métier n'est pas d'équiper les véhicules, mais il est de fabriquer des stations de recharge de ces véhicules électriques hydrogène. Et ces stations ont la particularité de produire leur carburant sur place à partir d'eau et d'électricité, et donc de produire dans cette logique circuit court. Parce que vous avez l'ambition de rendre la mobilité hydrogène facile. C'est ça, vraiment, l'objectif de Atteway. Tout à fait. Oui, les produits que nous développons sont des produits qui sont dans une logique d'amorçage et de maillage de territoire, puisque l'enjeu pour faire en sorte que cette mobilité soit adoptée par le plus grand nombre, c'est en effet de faire en sorte que ce soit simple, qu'on n'ait pas à se poser la question, mais où est-ce que je vais bien pouvoir recharger mon véhicule à hydrogène, et donc est-ce que il faut que j'adopte un véhicule hydrogène ou pas. Avec un maillage, notre vision est plutôt d'avoir plusieurs points de plus petits, mais partout, disséminés sur le territoire, pour faire en sorte que ce soit simple pour tout le monde, et des points qui produisent localement leur hydrogène de manière circuit court, local, propre, hydrogène vert. Alors Jean-Michel Amaré, votre entreprise a été créée, c'est ça, en 2012. Vous avez bénéficié notamment d'un concours IPME, vous avez commencé à parler de cet accompagnement. Et maintenant, là, vous allez plus loin avec le projet Freeze, c'est ça, pour froid, hydrogène et stockage d'énergie, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est justement l'ADEME nous a permis d'accompagner, comme je le disais, d'abord les sites isolés, puis ensuite de travailler des premières stations pour les vélos et qui ont eu des premières applications voitures derrière, et ensuite qui d'ailleurs ont donné lieu à une offre produit qui est une offre pour des petits territoires, petites entreprises en achat ou en location, portée par un de nos partenaires, Engie Cofeli. Et l'étape supérieure était de dire ces petites stations répondaient à un besoin de une dizaine de véhicules, il faut aller plus loin, et pour aller plus loin, des tailles un peu plus importantes de véhicules, on a déposé ce projet Freeze qui lui vise à déployer des stations de plus grande capacité, jusqu'à une cinquantaine de véhicules, mais cinquantaine de véhicules au standard international, avec un temps de remplissage très court. Pour rappeler, la mobilité hydrogène, 2 à 3 fois plus d'autonomie que des véhicules batterie électriques, c'est-à-dire 600 km de rayon d'action, et un temps de remplissage de 5 minutes. 5 minutes de temps de remplissage, ça veut dire qu'on va transférer un gaz sous très haute pression, à 700 bars, mais il faut que ce gaz soit refroidi à moins 40 degrés. Et donc ce projet Freeze vise à avoir une solution innovante de refroidissement de l'hydrogène pour transférer dans les meilleurs standards à moins 40 degrés pour des tailles de véhicules, une cinquantaine de véhicules. Alors ça me vient à l'esprit, de l'autre côté, il y a les véhicules hydrogène? Bien sûr. Ça se développe? Oui, il y a des véhicules, de grands constructeurs, proposent des véhicules, Toyota, Hyundai, un fabricant français également, Symbiosel, qui équipe des Renault, des Kangoo de Renault et d'autres fabricants qui sont en train de rejoindre bien entendu ça. Donc ça, c'est pour les voitures. Il y a des vélos bien entendu fabriqués en France à Biarritz par Pragma Industries. Et puis il y a également après des bus, des camions, des grands utilitaires différents et des trains qui arrivent également à hydrogène. Voilà. Donc ça fait le lien parfait. Et alors Jean-Michel Amaré, vous en êtes où du développement du projet Freeze? Alors, ce projet, on est en phase d'engineering, là, puisqu'on a été lauréat en 2018. On est en phase d'engineering avec l'objectif est de déployer un premier de série industrielle sur site qui sera déployé dans le cadre sur les territoires de Chambéry, qui est un territoire d'innovation, d'expérimentation de toutes ces nouvelles technologies, dans le cadre d'un projet plus large, qui est le projet Zero Emission Valley, qui est un projet déployé sur Auvergne-Rhône-Alpes avec Engie, Michelin, la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui vise à déployer 20 stations sur le territoire et 1000 véhicules. Donc la première station sera déployée sur Chambéry, ce sera cette station de Freeze, et derrière, le déploiement sera encore plus large, puisque d'autres projets ont été gagnés dans le cadre de ces déploiements, et donc on a aujourd'hui une perspective de déployer une trentaine de produits sur 3 ans, qui sont des produits qui sont en phase d'engineering, mais qui déjà répondent aux besoins du marché et donc qui nous permettent d'accélérer cette mise en production et la mise sur le marché.
Donc là, je parle que de France. Oui, ça va très vite pour un marché comme ça le va vôtre. très très vite pour un marché comme nous, et la demande internationale est en train également de monter très forte. Eh ben, merci à vous, Jean-Michel Amaret, donc CEO de Dataway, pour votre témoignage ici, tous ces lauréats du programme d'investissement d'avenir. Donc on va faire le lien avec le train et retrouver évidemment Stéphane Brunet, président de Vaperail. Donc on est dans une PME industrielle spécialisée dans le développement de produits et de solutions dédiées à la voie ferrée moderne et à son environnement. Alors de la même façon que Citelia Énergie, aussi vous avez 25 ans d'existence et vous ne cessez d'innover aussi. Alors absolument, un petit commentaire pour commencer, c'est que souvent quand on parle d'industrie ferroviaire, on voit tout de suite le train. S'agissant de Vaperail, nos métiers gravitent autour de l'infrastructure ferroviaire, c'est-à-dire c'est l'infrastructure sur laquelle circulent les trains. Effectivement, l'entreprise a été créée en 1978, donc sur un business très conventionnel, je le définis comme ça aujourd'hui. Et à propos de définition, je dis que nous sommes... 78, c'est plus de 25 ans. C'est un peu plus de 25 ans. Je n'ai pas fait le lien, mais c'est pas grave. On reste jeune. Donc, on garde ce côté très conventionnel, très traditionnel. Mais je me définis aujourd'hui comme une start-up industrielle. L'industriel, on l'a dit, sur les systèmes d'attache conventionnels. Et start-up, puisque récemment, on a développé un écosystème digital visant à transformer la voie dans une voie connectée. Donc ça, c'est notre dernière initiative. Donc on innove à la fois sur les systèmes d'attache dans le camp traditionnel et avec la création d'un nouveau levier de développement qui est le digital. Alors on va y arriver à cette question d'objets connectés, notamment avec le projet Mavico, mais quand même un mot évidemment de l'ADEME, qui vous avez déjà été accompagné sur un dispositif régional de soutien à l'éco-innovation Innover. Absolument. Donc à titre personnel, moi j'ai repris l'entreprise au cédant, qui partait à la retraite. En 2011, et dès 2012 j'ai sollicité l'ADEME qui nous a aidés effectivement sur un premier projet, donc on n'en est pas notre coup d'essai avec l'ADEME. Vous n'êtes pas votre coup d'essai, et justement le nouveau projet, c'est le projet Mavico pour maintenance conditionnelle du matériel ferroviaire par analyse vibratoire et objets connectés. Donc là on est vraiment dans l'idée de développer un capteur autonome, intelligent, communicant. Stéphane Brunet. Voilà, absolument. Donc là on est sur une définition très technique, ne serait-ce que pour l'assistance, j'aime bien revenir sur des choses un peu plus simples. Donc le principe, il est de dire que dans nos métiers, les opérateurs changent ou procèdent à la maintenance de façon systématique. C'est-à-dire on est en février 2019, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, puisqu'on est sur des temps longs, que le matériel est en place, et donc 40e anniversaire, on change. J'ai envie de dire, ça c'était avant. Désormais, la vision, c'est qu'on va procéder à une maintenance conditionnelle. Ça suppose de connaître ce qu'on appelle le statut des composants. Et à partir du statut des composants, on va déterminer si on change ou pas le composant. Et donc on y vient. Pour connaître le statut des composants, il faut pouvoir le mesurer. Et donc notre vision, c'est de mettre en œuvre un écosystème d'objets digitaux, d'objets connectés, qui vont permettre de récupérer ce statut sur un portable, sur une tablette. Et donc le projet Mavico s'inscrit dans cette démarche-là et mesure un point physique particulier qui est l'analyse vibratoire. Il faut savoir que l'analyse vibratoire elle a deux effets principaux. La première, c'est que quand ça se met à vibrer, on le sent bien intuitivement, il y a un impact sur la maintenance et ça dégrade les équipements. Et puis le deuxième impact, là, vous, en tant que voyageur, vous le ressentez aussi relativement immédiatement, puisque ça vient altérer le confort. Ouais, c'est désagréable. Donc, absolument. Donc ça, c'est pour ça la vibration que vous travaillez avec une autre entreprise qui s'appelle Vibratech, c'est ça ? Absolument. Qui est dans le Rhône. L'ADEME nous aide et on s'est associé en termes de compétences avec Vibratech, qui a une expertise sur la partie vibratoire. Et donc, ils ont participé largement au développement des algorithmes pour évaluer tout cela. Alors, vous en êtes où de ce projet qui devait durer 31 mois, c'est ça ? C'est précis comme Oui, donc on est en ligne avec les 3 mois classiques de retard d'un développement technique. Donc, on a les premiers prototypes ont fonctionné sur la voie. On avait un poisson pilote, c'était recherché tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très important d'en avoir un. En l'occurrence, à Lyon, ici, on en avait un, c'était Keolis. Donc on a monté les équipements sur la voie au mois de juillet, on a fait les premiers essais, on a eu les premiers retours d'informations, et donc on va dire qu'en termes de développement prototype, le projet est terminé.
Et donc, on va passer sur une phase maintenant de développement. Ce qui est important de dire, et j'en viens pratiquement à la question suivante, c'est que sur les métiers qui sont les nôtres... Vous connaissez la question suivante déjà? Non, l'aspect suivant qui est de dire, attention, sur les métiers qui sont les nôtres, on est sur la sécurité, donc on est sur... Il faut validation, il faut homologation. Et j'ai noté tout à l'heure, c'est pour ça que je le mentionne, dans la session précédente, on disait ça permet d'accélérer. Nous, dans nos métiers, le fait de monter un projet comme ça, ça permet, en étant un peu provocateur, d'aller plus doucement. C'est-à-dire de tenir la distance entre le POC, le prototype, la maquette. Et là, on est vraiment qu'au tout début. Il faut valider techniquement. Ensuite, il faut passer les phases d'homologation. Et les temps dans le ferroviaire sont des temps longs. Donc c'est long, c'est coûteux. PME, ça coûte et donc cher. finalement, cet accompagnement aussi vous aide dans votre démarche. Il est impératif. On a besoin d'aide de ce type-là. On a besoin de se faire financer parce que sinon, on ne parvient pas à l'échelle d'une PME à tenir ce temps long. Et juste un mot sans que ça soit trop technique, finalement, au bout du compte, vous êtes sorti avec 2 produits, c'est ça? Il y en a un peu plus conséquent et d'autres objets plus petits à travers ce projet Mavico. Absolument. Donc, par principe, on avait une ambition très forte. Donc, l'idée, c'était de tout faire rentrer, de pouvoir tout mesurer dans un tout petit objet qui coûte pas cher et qui va vite. Maintenant, on ne peut pas aller contre les lois physiques. Et en l'occurrence, on s'est heurté aux lois physiques. Donc, à l'issue du premier bilan, on a vu que, en gros, pour faire simple, tout le flux de données ne pouvait pas passer d'un seul coup dans un tout petit objet. Et ben, on a rerouté le projet avec un objet plus gros qui, en définition, s'éloigne un peu de l'objet connecté. Et un deuxième objet qui, lui, rentre bien dans la définition d'objet connecté, mais qui permet qu'une mesure sur un spectre plus limité. Comme quoi, c'est ça aussi la vie d'entrepreneur. On s'adapte aussi en fonction de ce sur quoi on travaille. Voilà, on reste sur des métiers techniques, ça reste de l'ingénierie. On peut défier plein de choses, mais certainement pas les lois physiques. Merci à vous, Stéphane Monet, donc président de Vaperail, et encore merci à Jean-Michel Amaris pour donc cette dernière séquence dans ce plateau télé organisé par l'ADEME. Cette problématique dont vous parliez dans les systèmes ferroviaires est important pour l'ADEME, qui souligne la nécessité d'utiliser les nouvelles technologies de la communication et de l'information dans l'ingénierie de conception, et notamment au niveau des logiciels de modélisation et de simulation. On va pouvoir arriver maintenant à la conclusion, donc je vous invite à laisser le plateau à l'invité suivant, parce qu'on va terminer à présent ce tour d'horizon que nous venons faire de lauréats de programmes d'investissement d'avenir. On aurait pu en recevoir de très nombreux, puisqu'on en parlait, la région Auvergne-Rhône-Alpes est vraiment très, très dynamique. Régis Lebars, bonjour. Vous êtes responsable du suivi du financement et de la valorisation des projets PIA à l'ADEME. Donc on vient de voir de nombreux témoignages d'entreprises. On a vu que parfois c'était pas toujours si simple que ça, même s'ils n'ont pas peut-être tout dit, mais en tout cas il y a un vrai dynamisme, parfois des freins, mais en tout cas on voit que votre aide est incontournable. Quel bilan vous tirez de ces 8 témoignages qu'on vient d'avoir? Bonjour. Tout d'abord, le bilan est excellent et je trouve effectivement les porteurs de projets parlent vraiment très bien de leur projet. Et là, on a 8 témoignages d'entreprises qui prennent du risque, qui innovent, qui attaquent des nouveaux marchés. J'ai beaucoup entendu parler de nouveaux modèles d'affaires. Ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi de l'adéquation de nouvelles solutions à des marchés. Et ce sont 8 témoignages parmi 850 projets qui ont été financés dans le cadre du programme d'investissement d'avenir depuis 2011. Alors en face, il y a des chiffres qui sont énormes en termes de financement. On parle de 2,4 milliards d'euros aujourd'hui apportés, avec des cofinancements privés qui sont importants, et ça reprend aussi le risque pris par ces entreprises qui aujourd'hui ont investi plus de 6 milliards intégralement là-dessus. Donc, je vous ai partagé 850 projets, c'est 1300 bénéficiaires d'aide qui ont été financés. Et tout ça pour effectivement démontrer l'adéquation d'un projet avec un futur modèle d'affaires qui, on l'espère, existera pour financer la transition écologique et énergétique. Alors là, on est à Lyon au Respo et on a constaté évidemment une belle dynamique régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, parfois accompagnée aussi par des collectivités. Il y a une vraie dimension aussi locale dans ces démarches. Tout à fait. L'objectif, c'est quand même de démontrer que effectivement, ces innovations sont adaptées à un écosystème.
Donc, et on a des projets qui sont effectivement soit déposés quelquefois par des collectivités. Je pense par exemple à des projets comme Optimode Lyon qui, en le passé, ont été financés et proposés par le Grand Lyon. On a dans l'aspect biodiversité également la communauté de communes de Chamonix qui est très dynamique là-dessus. Le but, c'est effectivement qu'on en arrive à avoir dans le même projet des entreprises, des collectivités, des laboratoires, puisqu'il ne faut pas aussi rappeler que la région Auvergne-Rhône-Alpes est très très riche en termes de laboratoires. On peut penser au CEA, on a des sites du CNRS, donc très grande variété de projets. Et puis on a aussi des projets, effectivement, comme on a vu aujourd'hui avec les concours d'innovation, qui sont des PME, des startups qui se présentent et qui génèrent derrière beaucoup de création de valeur, beaucoup de création d'emplois. On a eu l'exemple de Boostit tout à l'heure où on parlait d'une PME aujourd'hui qui emploie près de 100 personnes. Donc ça prouve qu'il y a une vraie dynamique. Alors pour parler spécifiquement des programmes d'investissement d'avenir, Régis Lebars, quelles sont les prochaines étapes? Parce que ça ne s'arrête pas là, évidemment. Oui, heureusement. Alors, effectivement, vous avez souligné plusieurs appels à projets en cours aujourd'hui qui se clôturent en 2019. Il y a une continuité, ça continue, ça va continuer sur 2019-2020. Il y a un programme d'investissement d'avenir 3 qui est en cours. Il y a des concours d'innovation qui sont toujours en cours et qui vont être réédités. Et il y a toujours ces modalités d'accompagnement. Donc effectivement, on réfléchit par la suite, et j'ai entendu les différents intervenants dire effectivement, c'est pas facile au niveau des capitaux propres ou des quasi-fonds propres pour certains. J'ai entendu M. Pélissier intervenir aussi sur le besoin effectivement d'avoir cet accompagnement sur du long terme et de passer ces périodes difficiles de montée en cadence sur lesquelles le marché n'est pas prêt, les innovations sont prêtes, mais tous les acteurs ne sont pas convaincus de la pertinence. Donc on réfléchit comment avoir le meilleur accompagnement, alors toujours sur une forme de subvention avance remboursable. Il y a les aspects fonds propres aussi qu'il faut regarder pour l'accompagnement. Donc on essaye d'être réactif et dynamique pour s'adapter, adapter nos modalités de financement aux besoins des entreprises. Donc nouvelle étape aussi, une nouvelle vague pour le concours d'innovation, j'en parlais aussi en introduction. Tout à fait. Un concours d'innovation qui s'appelle concours d'innovation croissance maintenant, donc pour bien accompagner les PME et les startups dans leur développement. Une nouvelle publication qui va avoir lieu la semaine prochaine avec 4 thématiques. Véhicules mobilité, de l'énergie et du stockage, des milieux aquatiques et tout ce qui est biodiversité. Et puis le 4e que j'oublie toujours, efficacité en énergie et en ressources, puisqu'on parle de transition écologique et énergétique. Donc il faut aussi que le côté écologique soit mis en avant. Alors vous avez commencé à le dire, la grande force finalement, c'est la pérennité de cet accompagnement. Tout le monde peut être serein. Tout à fait. Et ça, c'est assez exceptionnel parce que je crois que depuis 2011, on a une vraie continuité dans ces appels à projets, dans la possibilité de financer des projets. Et ça peut rassurer également cette approche l'ensemble des industriels qui ont une vision long terme sur des projets qui ne sont pas forcément des projets à 12 mois. Effectivement, certains projets vont être des projets de 24, 48, on en a vu de 60 mois. Voilà. Merci à vous, Régis Lebars, responsable du suivi du financement et de la valorisation des projets PIA à l'ADEME. C'est donc la fin de ce plateau télé consacré à ces PIA. On a vu ce que ça représentait en termes d'opportunités pour les entreprises. Un grand merci encore à tous les intervenants, tous les lauréats qui sont venus ici au salon Bipositif pour témoigner, et évidemment aux représentants de l'ADEME. Et je vous invite évidemment tous à continuer à suivre, aller sur le site l'ademe.fr évidemment pour suivre de près ces programmes d'investissement d'avenir. Encore un grand merci.